Le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux de la matinée et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Pierre Lévy-Soussan. Docteur, vous êtes psychiatre, psychanalyste et également chargé de cours à l'université Paris Diderot. Et le docteur Sarah Bidlowski. Docteur, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, chef de service au département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris. Vous êtes également chercheur associé au laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse de l'université René Descartes. Nous vous remercions tous deux d'avoir accepté de venir vous exprimer devant nous. L'enfant est au cœur de nombreux débats dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, notamment sur des questions comme l'ouverture éventuelle de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, la question de la gestation pour autrui ou encore le sujet de l'anonymat du don de gamètes. Votre expertise dans le domaine de l'enfant va donc nous être très utile. Je vais vous donner la parole à tour de rôle dans un premier temps. Nos débats sont filmés et enregistrés, donc je vous inviterai à chaque prise de parole à appuyer sur le bouton du micro qui est devant vous et à l'éteindre à la fin pour un bon déroulé de nos débats. On commence par le docteur Lévy-Soussan. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci de votre invitation. Mon exposé portera un peu sur les problèmes qui se posent à l'enfant par rapport à ces techniques-là. Ça sera mon fil rouge, hein, c'est-à-dire qu'en tant que pédopsychiatre, ayant une expérience depuis près de 20 ans sur ce sujet-là, c'est-à-dire à la fois par le biais de l'adoption, à la fois par le biais de l'AMP, avec des entretiens que j'ai pu faire régulièrement avec des candidats au don de sperme, au don d'ovocytes, par le biais des sécos, et étant donné qu'on a été aussi la toute première consultation à travailler sur les problèmes de filiation, consultation qui avait été à l'origine faite par le professeur Soulet, lui-même qui avait travaillé avec Madame Simone Veil. Donc l'expérience clinique depuis 20 ans nous montre donc à la fois dans ce champ des AMP et à la fois dans le champ de la filiation quelles sont les filiations, si je puis dire, qui sont plus à risque que d'autres. Mon propos n'est pas prédictif, bien sûr, mon propos est préventif, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'expérience clinique que nous avons pu avoir, on a pu voir à la fois comment la filiation, déjà en tant que telle, dans une famille, si je peux dire, qui n'a pas recours à l'adoption aux AMP, déjà en tant que telle, comment la filiation est complexe et pas facile pour intervenir en tant qu'expert auprès des JAF ou auprès des juges pour enfants. On voit bien déjà des situations très très compliquées dans des situations classiques. Pourquoi ? Parce que l'enfant va être le révélateur des problématiques personnelles, de couple, familiale, au niveau aussi intergénérationnel. Donc l'enfant, lorsqu'il arrive dans une famille, va être véritablement le révélateur de tout ce qui n'était pas visible auparavant et tout ce qui était, si je puis dire, masqué par un simple désir d'enfant. On voit à quel point justement l'enfant peut être révélateur, soit des points d'ouverture, soit des points de fermeture, et que les échecs d'un point de vue filiatif ne sont pas réservés aux filiations, que ce soit par adoptive ou que ce soit par AMP. Ces échecs filiatifs fait que l'enfant n'aura pas de fondation, n'aura pas de fondement pour se construire et risquera justement des dérives assez graves, assez sévères, depuis des dérives psychopathiques ou bien des dérives de désinsertion scolaire, ou bien tout simplement de ne pas réussir à reconnaître son père et sa mère comme son père et sa mère. C'est l'un des échecs les plus importants de la filiation dans ces filiations particulières, que ce soit par adoption ou par PMA, c'est le fait de ne pas être reconnu comme le fils ou la fille, ou de ne pas être, ou lui-même de ne pas reconnaître ses parents comme père et mère. C'est-à-dire, au fur et à mesure justement de cette expérience, me suis rendu compte que ça n'avait rien de naturel de se construire une filiation. C'est-à-dire la filiation est de l'ordre d'une construction, ça n'est pas donné. Et l'une des premières conclusions auxquelles nous avons été amenés à travailler, c'est le fait que transformer un enfant de la science en son enfant ne va pas de soi. Et qu'il y a tout un ensemble de difficultés, de problématiques qui se posent à considérer cet enfant de la science comme son enfant. Pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est qu'à partir du moment où le tiers médical intervient, ce tiers va avoir une place psychique particulière dans la psyché, aussi bien du père que de la mère. Et que ce tiers médical
que l'on peut comparer au tiers social dans le biais de l'adoption, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un tiers qui intervient dans le cheminement vers l'enfant, ce tiers va en tant que tel avoir des effets psychiques aussi bien dans la psyché des parents que dans la psyché de l'enfant. L'un des exemples que je peux donner de cet impact psychique, c'est lorsque justement les dons d'AMP, il y a parfois des couples qui n'arriveront pas à s'approprier ce don de gamètes, c'est-à-dire le don de gamètes qui vient justement, lorsqu'il vient justement d'un patrimoine extérieur au couple. Parfois, justement, le couple aura énormément de mal à faire comme si ces gamètes venaient de l'homme. Et à ce moment-là, ils vont ce qu'on appelle idéologiser et surtout amplifier le donneur biologique. Et ce donneur biologique, ce donneur de sperme, va prendre toute la place dans la psyché, aussi bien maternelle que paternelle. Et ça, ce genre de choses fait partie des mécanismes qui empêcheront aussi bien l'homme que la femme de se considérer comme père et mère de l'enfant. Donc ça, c'est un mécanisme qui est responsable qui fait partie des mécanismes responsables des échecs d'AMP et en raison justement de la difficulté du coup de se positionner comme père et mère de l'enfant, et je dis bien comme vrai père et mère de l'enfant, c'est-à-dire faire comme si cet enfant venait du couple-là. Bien sûr, ce mécanisme psychique, ça ne sous-entend pas, bien sûr, de faire comme si ce don n'existait pas, au contraire, mais il faut pouvoir s'approprier ce don de façon à pouvoir, justement, se positionner comme père et mère par rapport à l'enfant, et que si une femme, par exemple, considère le donneur de sperme comme le vrai père de l'enfant, en raison justement d'une idéologie du lien du sang, qui va valoriser ça comme si c'était le père, ça se fera généralement au détriment du père de l'enfant, de son conjoint, de son mari, et l'enfant risque justement de se retrouver sans filiation psychique. Parce que je différencie bien entendu la filiation psychique de la filiation biologique et de la filiation juridique. Donc pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que comment ça fonctionne ce genre de filiation? C'est-à-dire que ce soit dans l'adoption, que ce soit dans l'AMP, on s'est rendu compte qu'il y a des mécanismes communs. C'est quoi les mécanismes communs? C'est comment réassocier au sein du couple ce qui a été dissocié, soit par le social, soit par le biologique. Et la capacité justement qu'a un couple ou bien un enfant de réassocier ce qui a été dissocié, et dans l'AMP vous avez plusieurs types de dissociation. Vous avez la dissociation temporelle, la dissociation de la sexualité, la dissociation des dons, et toutes ces dissociations, comment elles sont réassociées dans les cas où ça se passe bien? Elles sont réassociées parce que l'enfant va pouvoir se construire ce qu'on appelle une scène originaire, à la base justement de sa création par le couple. Donc cette scène originaire va lui permettre de réassocier ce qui a été dissocié, de façon à pouvoir faire comme s'il venait justement de cet homme et de cette femme qui ont eu recours soit au don de sperme, soit au don d'ovocytes, soit au don d'embryon. Et cette scène originaire qu'il va fantasmer, qu'il va imaginer, fait que cet enfant saura bien qu'il vient d'un ailleurs, c'est-à-dire dans les enfants adoptés, ils savent bien qu'ils viennent d'un autre pays, ils savent bien qu'ils ont été conçus ailleurs, mais psychologiquement, il va devoir se réoriginer, c'est-à-dire renaître au sein de ce couple-là, et tout en sachant bien entendu que d'un point de vue biologique, il vient d'un ailleurs. L'échec de cela, c'est-à-dire on voit bien les difficultés que peuvent avoir les couples à ne pas justement valoriser le lien du sang. Les couples qui tombent dans cette valorisation du lien du sang et qui donc se mettent comme des parents de seconde catégorie et de seconde zone, ça va donner les échecs classiques de filiation par rapport à ça, c'est-à-dire tous les adultes qui vont souffrir de leurs origines, qui vont souffrir, qui vont demander une levée d'anonymat, qui vont demander tout cela. Et ça, on l'a bien vu dans le domaine de l'adoption avec la création du CNAOP. Donc j'en parle d'autant mieux que j'ai été vice-président du CNAOP pendant 2 ans, aux côtés du professeur Henrion, et me suis bien rendu compte à cette occasion que toutes ces demandes très 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 militantes des origines, de connaître
le nom, etc., s'enracinait toujours dans une souffrance familiale qui fait que justement cette modalité procréatique par rapport justement au secret ou par rapport justement à ce qu'il en est de dépasser le lien du sang n'a pas été possible par la famille, pour les raisons que j'ai expliquées auparavant, c'est-à-dire le fait de ne pas arriver à considérer cet enfant comme son propre enfant et que l'idéalisation du lien du sang rend les choses très 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 difficiles. Donc c'est pour ça que cette transformation d'enfant de la science en enfant de la famille est une difficulté qui se pose dans toutes les PMA, et on va voir maintenant comment ça peut être très problématique si, bien entendu, enfin, soit dans le cas de deux femmes, soit dans le cas d'une femme seule, qui mettra l'enfant dans une impossibilité, justement, de se créer une scène originaire à la base, justement, de sa naissance par rapport à cette histoire de couple. C'est quelque chose dont on se rend déjà compte dans l'adoption, c'est-à-dire dans l'adoption, lorsque les célibataires peuvent adopter, bon, c'est, si je puis dire, l'une des conséquences de la Première Guerre mondiale, où on avait autorisé les célibataires à adopter suite à la perte de leur mari ou de leurs enfants. Donc il y a cette possibilité qui a toujours été ouverte, mais on voit dans l'adoption à quel point c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes célibataires d'adopter. Il y a une surincidence des femmes célibataires dans l'adoption de 5 à 6 fois plus de consultations chez les femmes célibataires que chez les adoptants en couple. Cette surincidence des problèmes chez les célibataires se retrouve aussi au sein de l'AMP et aussi dans les problématiques des femmes seules en général. C'est-à-dire il y a une véritable surincidence non seulement des consultations de ces femmes-là, mais aussi de tout un certain nombre de problèmes qu'ont aussi bien ces femmes-là que les enfants. Donc là, et ça c'est quelque chose qui est reconnu dans tous les travaux nationaux et internationaux, la véritable surincidence des pathologies chez les enfants des femmes seules. Et ça, c'est quelque chose qui, si je puis dire, n'est pas spécifique à l'AMP et à l'adoption, mais qui se retrouve bien évidemment aussi. L'adoption nous a aussi montré une problématique, c'est-à-dire lorsque justement une femme seule vient pour un agrément, c'est-à-dire on voit bien que dans toutes ces filiations particulières, l'État a mis un certain nombre de mesures en place pour s'assurer que pour l'enfant, ce ne soit pas trop compliqué et trop difficile d'arriver dans une situation. C'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant a toujours été considéré comme primordial, et donc l'agrément d'adoption a été fait pour s'assurer que l'enfant va arriver dans une situation dont il n'aura pas à payer trop cher le prix. Et on voit bien que dans les sélections qui sont faites pour l'adoption, c'est-à-dire il y a une récusation en général de 10 à 20%, que ce soit des couples ou des femmes seules, pour l'adoption. C'est-à-dire et pourquoi cette sélection pour l'agrément est faite? De façon à ne pas trop exposer l'enfant à des problématiques soit de couple, soit de célibataire, qui serait trop difficile à vivre pour lui. Et très souvent, lorsque l'enfant est considéré comme de l'ordre du besoin, de l'ordre de sauver, enfin de l'ordre de donner un sens à l'existence de l'individu, on voit bien que dans ces situations-là, c'est ce qu'on appelle un contrat narcissique, et beaucoup trop lourd à porter pour l'enfant. Et en général, ces situations sont récusées au niveau de l'agrément de l'adoption. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de protections qui sont prises par rapport toujours à l'intérêt de l'enfant, et que l'enfant n'est pas fait pour lutter contre la solitude, l'enfant n'est pas fait pour, comme le disait une candidate, c'est-à-dire j'ai raté ma vie de femme, je réussirai ma vie de mère. L'enfant n'est pas là pour être ce support narcissique par rapport à la mère. Donc ça, l'État a déjà pris les mesures de façon à ne pas exposer l'enfant à ce type de problématique, qui est une problématique complexe que l'on a toujours dans ces situations-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la personne est amenée à mettre l'enfant dans une situation où il n'a pas de père. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile, de très compliqué, que nous abordons bien sûr avec ces femmes-là, aussi bien dans le cadre des PMA que dans le cadre de l'adoption. Et ça, c'est véritablement l'un des problèmes essentiels, c'est-à-dire comment se positionner par rapport à une volonté qu'a eue la personne de priver cet enfant de père. Et autant, si je puis dire, ce genre de situation arrive d'un point de vue sur le sens d'une histoire de vie, où parfois il y a des enfants qui n'ont pas de père du fait d'une histoire de vie, ça ne serait absolument pas la même chose d'utiliser la science pour éradiquer définitivement une place de père que cet enfant sera privé à jamais. Donc, par rapport justement à ces problématiques actuelles d'AMP, on voit bien qu'il peut y avoir un certain nombre de conséquences psychologiques de par cette volonté parentale de le mettre dans une situation particulière, sans lui donner, si je puis dire, les moyens psychiques
de dépasser cette situation, comme c'est le cas dans l'adoption, dans la PMA, en lui permettant justement une scène originaire à la base de sa venue au monde. Et ça, pour le coup, ça serait une véritable discrimination, c'est-à-dire d'avoir deux types d'enfants, c'est-à-dire des enfants qui auraient justement une scène originaire avec un père et une mère. Il y aurait toute une catégorie d'enfants où la science a décidé de les priver de cette scène originaire. Donc là, pour le coup, ça serait l'enfant qui paierait le prix de cette discrimination en le mettant dans quelque chose dont tous les autres enfants, si je puis dire, ont la possibilité. Donc c'est pour ça on voit bien que les conséquences justement seraient importantes. Je vous ai fait parvenir ma communication avec un certain nombre d'articles scientifiques étayant un peu ces risques-là. J'en cite quelques-uns. Une étude rétrospective sur 65 000 enfants de parents seuls, il y a 2 fois plus de risques de tentatives de suicide, de troubles psychiatriques, d'alcoolisme, multiplié par 3 le risque d'addiction par stupéfiants. Donc cette histoire de la situation monoparentale se retrouve aussi dans les études internationales avec l'AMP. C'est-à-dire ce n'est pas que la monoparentalité en tant que telle, avec une différence socio-économique par rapport aux autres. Ce facteur a été apparié, si je puis dire, par rapport au reste, et on retrouve cette surincidence de risque par rapport à cette situation-là. C'est pour ça que se pose alors la question, c'est-à-dire alors que nous avons toutes ces connaissances par rapport à ces études, pourquoi notre société a du mal à prévenir les enjeux par rapport à l'enfant. C'est-à-dire il y a une vraie difficulté sociétale, si je puis dire, de pouvoir s'identifier à l'enfant et de pouvoir lui éviter une situation dont on connaît les risques. C'est-à-dire ça n'est pas du tout quelque chose de en l'air, etc., que ce soit les expériences cliniques, que ce soit les travaux scientifiques, nous connaissons ces risques-là et par rapport justement à l'enfant, on ne voit pas quelle raison il y aurait pour le confronter à plus de risques. Par rapport justement à l'autorisation par les célibataires dans l'adoption, on a vu qu'effectivement c'était quelque chose de possible, mais là encore cette autorisation se prime par une augmentation des risques pour l'enfant et à tel point que beaucoup de pays maintenant récusent les femmes seules dans les situations adoptives. Donc c'est pas une décision qu'a fait la France de les priver d'eux, c'est une situation dont sont responsables les pays originaires, tout simplement pourquoi ? En raison justement de l'intérêt de l'enfant qu'ils considèrent comme primordial. Un mot quand même sur le rôle du père, c'est-à-dire le rôle du père par rapport justement à l'enfant est quelque chose d'important sur le plan de ses identifications, c'est-à-dire le rôle du père et de la mère sont considérés comme complémentaires pour l'enfant, et là encore, les travaux par rapport aux interactions précoces des enfants montrent à quel point il perçoit les images du père et de la mère comme différenciées, complémentaires, avec des spécificités de chacun qui développeront chez l'enfant des compétences particulières, aussi bien par rapport à l'un que par rapport à l'autre. Deuxièmement, par rapport à la mère, le père a un rôle de soutien par rapport justement à une position fusionnelle que la mère a souvent et d'une façon positive au bébé, avec le bébé au début, mais cette position fusionnelle doit évoluer vers quelque chose qui l'est moins, et le rôle du père en tant que tel par rapport à cela est essentiel par rapport à la contenance qu'il va permettre à l'enfant. Donc on se rend compte aussi que par rapport à l'enfant, cette rencontre des personnes différenciées sur le plan de la différence sexuelle est extrêmement importante. Donc là encore, je ne vois pas quelle raison il y aurait à priver l'enfant de cette parité, et que cette parité est quelque chose d'extrêmement important pour sa construction, non seulement au niveau des différentes identifications qu'il aura, mais aussi, comme on l'a vu, par rapport à la fantasmatisation, à l'imagination d'une scène dont il est l'issue. Très souvent dans l'adoption, je cite souvent l'exemple de cet enfant qui demandait à ses parents adoptifs « Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous faites l'amour alors que vous ne pouvez pas faire d'enfant ». Et les parents, justement, de souligner à quel point, enfin me transmettant cette histoire, pour souligner à quel point, justement, les fantasmes qu'a l'enfant par rapport, justement, à une scène de conception dont il aurait pu venir est extrêmement fondateur et fait partie, justement, des fondations qui fait qu'ensuite, cet enfant construira cette scène originaire comme tous les autres enfants. Donc je cite aussi dans le PowerPoint que je vous ai adressé
Le préjudice de l'absence de père avant la naissance, c'est-à-dire la Cour d'appel de Metz en 2016 a fixé la somme de 25 000 €, un préjudice moral d'un enfant qui n'avait pas son père parce qu'il s'est fait écraser alors que sa mère était enceinte. Donc il y a un préjudice effectivement à l'absence de père qui a été évalué, qui a été confirmé par la Cour de cassation. Et donc, si je peux, avant de conclure, si je peux citer les mots du professeur Labrusse-Rioux qui formule clairement effectivement les enjeux bioéthiques, c'est-à-dire cet impact qu'a la science dans le psychisme, elle souligne clairement le risque du droit de puissance. Et c'est quoi ce droit de puissance? C'est selon elle l'équilibre entre l'état des personnes d'ordre public et non disponibles et la volonté individuelle d'ordre privé est en train de se rompre concernant la filiation, car un poids accru de la volonté individuelle conduit à reconnaître des droits de puissance sur les enfants dès les conceptions. Cette réflexion conduit à ne pas faire subir à l'enfant la loi du plus fort concernant sa filiation. C'est pour cela qu'effectivement, au nom de quel principe priverait-on d'un père dont justement il a le plus besoin en raison même de la dissociation scientifique dont il est issu, avec un don soit de sperme, soit d'ovocytes. Donc je pense que justement ce qui serait dit comme une égalité des droits des adultes conduirait à une inégalité des droits des enfants, c'est-à-dire son droit aux différences des sexes, son droit à la parité, son droit aux interactions précoces complémentaires, d'accéder à la différenciation parentale. Et que j'invite effectivement à un principe de précaution, c'est-à-dire un principe de précaution qui est respecté dans tous les problèmes concernant l'environnement et l'écologie, qui n'est pas respecté pour l'enfant, c'est-à-dire aucune raison d'augmenter les risques de problèmes psychologiques pour l'enfant au sein de notre société qui se veut de prévenir tous les risques. Je vous remercie. Merci, docteur. La parole est au docteur Bydlowski. Avec les micros, l'exercice de les fermer et de les ouvrir. Merci, docteur Bydlowski. Merci beaucoup de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. J'en suis très honorée. Je commencerai cet exposé juste par quelques mots sur mon positionnement que vous avez rappelé, mais pour dire que je dirige donc le centre Alfred Binet, où nous recevons 2000 enfants et leurs familles par an. Donc c'est une clinique importante, nous recevons beaucoup d'enfants. Il s'agit d'enfants de tous âges, des situations cliniques qui sont d'une extrême variété. Et par ailleurs, je précise que ce centre est un centre médico-psychologique qui appartient à une association, la SM13, qui a à but non lucratif. Et ses missions s'inscrivent dans le cadre du service public exclusif. Enfin, ça me semble important de le préciser. Et par ailleurs, donc, comme vous le disiez, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Dakar. Et mes champs de travail clinique et de recherche sont notamment centrés sur la périnatalité. Et plus particulièrement ces dernières années, je me suis penchée sur le devenir de l'enfant et sa construction psychique à la suite des nouvelles pratiques et technologies, et notamment l'AMP. Je précise, c'est important, que ce domaine de recherche est extrêmement peu exploré sur le plan international et qu'en France, nous n'avons connaissance de quasiment aucune étude sur ce sujet. Alors, voilà, j'ai choisi d'aborder un certain nombre de points, enfin, notamment, j'espère que vous y trouverez un fil rouge, mais j'ai séparé les choses en plusieurs points. Je vous ai fait parvenir mon texte, mais je vais rester là-dessus. Alors, tout d'abord, je voudrais insister également, à la suite du docteur Lévy-Soussan, sur l'extrême complexité de la rencontre entre une mère et son nouveau-né dans les situations les plus ordinaires. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, ce qui est heureusement souvent le cas, on ne s'aperçoit pas des difficultés, mais en réalité, cette rencontre, pour des parents, pas seulement pour la mère, avec un nouveau-né, c'est d'une extrême complexité et c'est une période en soi extraordinairement à risque. Les femmes, à cette période-là, sont d'une assez grande vulnérabilité sur le plan psychique. Et je voudrais insister sur le fait que c'est la période la plus à risque pour une femme, si l'on considère les risques psychiques sur une vie entière, et notamment sur le fait que les troubles psychologiques et psychiatriques sont les premières causes de mortalité et de morbidité en postpartum. Je vous ai joint un article là-dessus. Autrement dit, c'est une période un petit peu volcanique pour les femmes.
le nouveau-né, de son côté, est d'une extrême dépendance à son environnement. On sait que le bébé naît, dans notre jargon, on appelle ça dans un état de néoténie, ça veut dire d'immaturité, en regard des autres mammifères. Et du fait de cette grande dépendance à son environnement, c'est une grande chance pour son développement, à l'enfant, au bébé. Mais évidemment, les connaissances montrent désormais le très grand impact, positif comme négatif, enfin en général, des interactions mère-bébé, parent-bébé sur le développement de l'enfant, d'où sa très grande perméabilité, vulnérabilité à l'état psychique de sa mère. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une période à risque pour les femmes, pour les hommes également, mais enfin là je me centre sur les femmes. Alors, autre point, les situations de stérilité, c'est-à-dire l'impossibilité absolue de se reproduire pour des raisons génétiques, anatomiques ou acquises, sont à distinguer, me semble-t-il, très, très précisément de ce qu'on appelle l'infertilité. Les sujets dans les situations d'infertilité, les hommes comme les femmes ont des organes et des fonctions physiologiques qui sont sains. Donc l'infertilité, dont je souhaite un peu plus parler, est une situation qui est temporaire ou acquise, on parle de stérilité primaire ou secondaire, et qui est souvent très très mal expliquée scientifiquement par tous. Alors, on parle du coup très facilement d'infertilité psychogène ou psychosomatique, parce qu'on n'a pas beaucoup de termes en réalité pour les expliquer. Et ces situations d'infertilité mal expliquées, si je puis dire, à dissocier donc des stérilités, sont les situations qui constituent aujourd'hui, en France, l'essentiel des demandes en AMP. Or, dans notre expérience clinique, la souffrance psychique y est souvent assez importante. Les femmes souffrent de cette situation. Leur douleur morale est assez intense. Et ce mal de vivre ne s'explique pas exclusivement par l'absence d'enfants. C'est-à-dire que c'est souvent, quand on a la chance de pouvoir les rencontrer, plus avant que de simples consultations pour AMP, on constate très souvent, pas toujours, mais très souvent, que le mal de vivre précède souvent l'infertilité. Je ne prétends pas qu'elle l'explique, en tout cas qu'il le précède. Et dans ces situations où le mal de vivre, les douleurs existentielles précèdent l'infertilité, sont donc une souffrance plus générale, en période postnatale, les désillusions surviennent parfois, puisque l'enfant finalement ne résout pas ces souffrances existentielles en soi. Et ces situations sont à risque sur le plan psychique pour les femmes comme sur le plan des interactions mère-bébé. Je vous renvoie là à mon point 1. Donc. Par ailleurs, toujours sur les situations d'infertilité, il me semble que le traitement de ces situations ne peut se limiter à proposer des innovations techniques sans simultanément entreprendre une prise en charge relationnelle qui vise à l'apaisement de cette souffrance existentielle dont je parlais précédemment. Donc il me semble très important à la fois d'accompagner ces situations, ces femmes, dans le but d'humaniser des protocoles qui sont contraignants, on le sait bien, mais aussi de donner accès à la problématique intime de la fertilité et d'aider ces femmes à faire face à la rencontre avec leur bébé qui est donc souvent, parfois, un peu plus complexe. Comme je suis sur le thème de la stérilité et de l'infertilité, je voudrais faire un petit point sur la cryoconservation des ovocytes, si vous me le permettez, de mon point de vue. Je voudrais insister sur le fait que j'y vois le risque de pousser les femmes à faire des enfants tardivement. Or, actuellement, on sait déjà que le retard à concevoir est d'ores et déjà la première cause d'infertilité, pas de stérilité, et la première cause de consultation en AMP, aujourd'hui en France. Or, ces grossesses tardives sont à risque sur le plan somatique, retard de croissance intra-utérin, hypertension gravidique, prématurité, et elles sont également à risque, les grossesses tardives, pour les interactions mère-bébé. Je vous renvoie à une publication que je vous ai jointe également. Alors,
je me pose la question, là je parle plus comme un citoyen que comme un médecin, mais néanmoins, ne faudrait-il tout de même pas envisager d'autres solutions sur le plan sociétal pour soutenir la possibilité de congé maternité non pénalisant sur le plan professionnel et l'égalité des femmes et des hommes vis-à-vis de leur carrière, à laquelle je suis évidemment tout à fait attachée. Sans compter les risques d'asservissement potentiel, ça existe déjà ailleurs, à des entreprises ou des institutions sans scrupules qui proposeraient ce genre de services apparents aux femmes. Je reviens au risque maintenant pour les enfants après AMP. 4e point. Je voudrais souligner le fait que toutes les techniques d'AMP ont en commun l'absence de réflexion sur leurs conséquences pour l'enfant à venir. Ça a été dit tout à l'heure. Et au nom de certaines convenances personnelles et du droit à l'enfant, on pourrait oublier donc les droits et les besoins élémentaires de l'enfant. Il me semble que les risques pour l'enfant ne sont pas suffisamment pensés. Aussi, donc là je m'exprime un peu comme chercheur, il me semble que l'AMP pourrait s'apparenter, ou risquait de s'apparenter à une expérimentation scientifique sans évaluation préalable, ce qui est contraire, me semble-t-il, à toute l'éthique de la recherche médicale. C'est-à-dire que l'enfant ne peut être considéré comme le traitement en tant que tel de la souffrance existentielle des adultes, de l'absence de rencontre d'un compagnon pour faire un enfant, par exemple. Le travail et l'art du médecin est toujours de maximiser les effets thérapeutiques d'une technique et d'en diminuer les effets secondaires. Toute technique, même psychothérapique, même thérapeutique, a des effets secondaires. Et l'enjeu va être de tenter pour le médecin de toujours en diminuer les effets secondaires. Là, je m'interroge un petit peu. Alors, c'est dans cette perspective et à titre exploratoire que nous avons mené une étude sur le nombre d'enfants consultants au centre Alfred Binet, donc, où je travaille. Les enfants consultants au centre Alfred Binet qui sont issus de l'AMP. Il s'agit des enfants de tous âges, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de bébés. Et nous avons eu la surprise, je le dois dire, d'observer une très nette surreprésentation de ces enfants par rapport à la population générale d'enfants issus de l'AMP. On peut bien des conclusions ou des hypothèses sont à émettre à partir de ce simple constat. Peut-être s'agit-il, comme il est montré dans un certain nombre d'études, d'une préoccupation plus grande, d'une certaine surprotection par les parents d'enfants très attendus, qui ont fait l'objet d'inquiétudes avant d'arriver, puis après. Mais je prétends pas que ce soit des enfants qui aient des difficultés en soi, pour ceux qu'on a vus beaucoup plus sévères, enfin, je parle de troubles graves du côté des enfants. Néanmoins, cette surreprésentation ne peut que nous interroger. Il ne s'agissait pas de consultation unique, mais en général de suivi. Il a d'ailleurs, à l'occasion de cette étude, été intéressant de s'apercevoir que les consultants de ces enfants étaient très souvent ignorants, les consultants pédopsychiatres ignoraient le fait que les enfants étaient issus de l'AMP, qu'ils le découvraient à l'occasion de cette révélation par les parents. Alors, une étude du même type est en cours à l'unité d'hospitalisation psychiatrique mère-bébé de l'hôpital de Montesson, du fait de l'appréciation, pour le moment empirique, mais qui cherche à être un petit peu montrée. Je vous disais qu'il n'y avait quasiment pas d'études sur le sujet, de l'augmentation des situations psychopathologiques en postnatal après MP. Alors, un des rares risques pris actuellement en considération pour l'enfant lorsqu'il aura grandi est celui des effets réputés néfastes du secret des origines, laissant au fond penser que seul le secret serait responsable des difficultés existentielles éventuelles de l'enfant, laissant à mon sens, de côté tout ce qui a été traversé avec ses parents et tout ce qu'ils lui ont transmis et qui évidemment déborde largement la simple transmission biologique et éventuellement autour d'un secret maintenu ou non. Sur les risques pour les enfants de femmes, alors moi je préfère le terme de isolé par rapport à seul. Alors, parce que seul, c'est un constat, je dirais, comportemental. Isolé, ça signe quelque chose de plus, de plus
actif, enfin pas en termes volontaires pour les femmes, mais l'isolement, c'est quelque chose d'ailleurs dont elles souffrent en général. Donc je rejoins ce qui a été dit par le docteur Pierre Lévy-Soussan. Je ne vais pas trop du coup m'étendre, mais c'est vrai qu'on observe en clinique des situations de relations très très fusionnelles entre bébé et mère. Il faut savoir que l'élaboration de toute la séparation individuation se fait dès le plus jeune âge, dès les premiers temps pour l'enfant, et qu'elle est ici rendue extrêmement difficile par l'absence d'un tiers pour la mère isolée. Je voudrais dire un mot également sur la question du tiers, qui n'est pas à entendre exclusivement du côté de la réalité de qui est avec la femme à ses côtés, mais essentiellement à attendre du côté de ce que vit la mère intérieurement. Ça va valoir pour la conception, rêver avec quelqu'un qu'on peut faire un enfant, et pas seulement que ça se passe en laboratoire ou avec une équipe médicale qui ensuite, de toute façon, ne sera plus présente, et ensuite quelqu'un aux côtés de la mère qui lui permet de s'absenter de la relation avec l'enfant, ce qui permet à l'enfant de s'autonomiser, de se construire, de progresser. Ça se joue dans des alternances présence-absence, la relation mère-enfant, même si évidemment au tout début la mère a besoin, enfin en tout cas la personne maternante, disons la mère a besoin d'être très présente aux côtés de l'enfant et de quelqu'un avec qui éduquer l'enfant. Et dans les cas les plus extrêmes, des situations d'isolement maternel, mère et enfant peuvent se trouver enfermés dans une relation d'intolérance mutuelle, parfois violente, qui sera la seule issue pour se dégager d'un trop grand collage et à la mesure des tensions qui sont entre eux. Alors, pour terminer, je voudrais dire que de ma place de médecin, de psychiatre, de psychanalyste, de pédopsychiatre, quand je reçois des personnes, hommes ou femmes, confrontées à la très délicate clinique du désir d'enfant, évidemment, de ma place, la question est de se garder de toute obligation de résultat en matière de grossesse. C'est absolument pas mon propos. L'objectif poursuivi est celui du mieux-être pour le sujet, avec ou sans enfant à la clé. Je crois que ça, c'est un point important à préciser. D'autre part, dans cette même perspective, trop souvent, on ne propose qu'une aide pour faire face justement au parcours difficile en soi de l'AMP, ou alors ce sont des entretiens psychologiques pour donner un avis pour accord pour l'AMP, comme ça se pratique dans les sécos notamment. Mais à mon sens, il n'existe pas assez de propositions et d'organisation du système de santé pour le suivi des adultes souffrant dans leur désir d'enfant, puis pour le suivi des enfants et de leurs familles issus de ces situations qui sont, comme je le précisais, encore beaucoup trop mal connues. Donc il me semble assez essentiel de mettre l'accent sur la mise en place d'un accompagnement en amont et en aval de ces situations pour les adultes, les enfants et leurs familles qui sont issus de ces situations. De même qu'une collaboration entre les équipes d'AMP et les pédopsychiatres, et ceci, me semble-t-il, dans le cadre des soins de santé publique accessibles à tous. Donc au fond, il nous semble que les décisions d'ouverture de l'AMP à des situations potentiellement à risque relèvent d'un choix de santé publique, et je préciserai dans l'idée du choix de santé publique qu'au fond, dans notre système organisé par un système de solidarité nationale, les conséquences des risques sont l'affaire de tous, et c'est en ce sens que il me semble important de pouvoir les souligner. Je vous remercie de votre attention. Merci, docteur. C'est nous qui vous remercions et tous les deux pour vos témoignages qui sont fondés sur l'expérience et la pratique. Et je crois que c'est aussi important qu'on ait des éléments, et notamment en termes d'études et d'enquêtes, on a besoin d'objectiver les choses. C'est ce quoi vous nous avez invités. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une séance de questions-réponses qui soit assez dynamique pour ne pas trop retarder les auditions suivantes. À mon stade, j'aurais deux questions. D'une part, docteur Lévy-Soussan, vous avez évoqué la filiation psychique, et en faisant référence également, si j'ai bien noté, à la filiation biologique et à la filiation juridique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différentes dimensions de la filiation pour nous éclairer sur cette
conception de la filiation. Le deuxième point, et là, cette question s'adresse à tous les deux, par rapport à l'anonymat du don de gamètes. Il y a donc aujourd'hui des demandes de levée de cet anonymat. Est-ce qu'il y aurait des arguments en faveur du maintien de l'anonymat du don de gamètes du point de vue de l'impact psychologique pour l'enfant, mais aussi pour les parents? Docteur Lévy-Soussan, je vous laisse la parole, puis docteur Bydlewski. Oui, tout d'abord par rapport à votre première question sur l'affiliation psychique, biologique et juridique. Donc j'ai conceptualisé ces 3 piliers à partir des travaux de Guyotat, qui était un psychiatre lyonnais, qui s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on retirait l'affiliation biologique, l'affiliation pouvait être maintenue en raison de la solidité des 2 piliers restants, c'est-à-dire le pilier juridique et le pilier psychique. Mais, dit-il, le pilier psychique doit être renforcé, c'est-à-dire il est extrêmement important que ce pilier psychique soit cohérent, renforcé et crédible. C'est pour ça qu'on peut dépasser ce qu'il en est du lien du sang en raison justement d'un pilier psychique renforcé par le fait qu'il y ait une scène d'engendrement pensable qui permet justement de surmonter ces dissociations de façon à dépasser justement la filiation biologique. Ça m'amène à répondre directement à votre seconde question, c'est-à-dire le fait d'avoir un pilier psychique fragile ou une famille fragile par rapport au lien biologique, aux origines biologiques de l'enfant, va donner effectivement ces recherches permanentes de ces adultes en souffrance par rapport à une pratique qui est une pratique familiale et un couple parental en difficulté par rapport à cette filiation. Et ça, c'est vraiment le point commun qu'on retrouve dans l'adoption et dans la MP par rapport à l'anonymat. C'est-à-dire, on retrouve le même discours militant par rapport aux origines et par rapport à la levée du secret en raison de la même problématique qu'ont traversé ces enfants, de se retrouver par rapport à un couple en mal, bien en difficulté pour parler de cela, pour dépasser le lien du sang et du mal de se positionner en tant que père et mère. Et pour vous donner une idée, à l'époque de la création du CNAOP, il y avait comme ça un discours très très militant qui disait, en France, il y a près de 200 000 personnes en souffrance de leurs origines. Donc vous avez auditionné la personne responsable du CNAOP. S'il y en a depuis la création du CNAOP, c'est-à-dire depuis près de 20 ans, s'il y en a 12 000 ou 13 000 qui sont venus, c'est bien le maximum. C'est-à-dire que c'est... Et on le voit aussi dans le cadre de l'AMP, c'est-à-dire des enfants conçus par don de sperme. Et il y en a environ, depuis les années 70, il y en a 70 000. 70 000. Si vous voyez effectivement la proportion de personnes qui viennent s'interroger autour de ça, c'est toujours une minorité d'une minorité d'une minorité. Vous avez auditionné les associations qui disent non. Alors vous avez auditionné les associations qui disent oui, il y a un problème, nous avons un problème d'origine. Et puis vous avez aussi auditionné des associations qui disent non, il n'y a aucun problème. Et la différence entre les deux, c'est justement la différence de positionnement de leur famille qui ont pu dépasser ce lien du sang. Et c'est pour ça que le risque, bien entendu, de lever l'anonymat, c'est au contraire de faire une attirance fantasmatique constante vers cet ailleurs qui va empêcher l'ici et le maintenant de la famille d'originer l'enfant à partir de lui. Et là, du coup, de favoriser, bien sûr, les échecs filiatifs par une réification du lien biologique. Merci, docteur Bydlewski. Alors, un peu dans le même sens, je dirais que l'idée de l'anonymat et surtout de ne pas donner effectivement trop de réalité aux donneurs. C'est vrai que dans mon expérience, notamment en cas de don d'ovocytes, anonymat ou pas anonymat, la place fantasmatique de la donneuse pour les femmes, qu'elles soient seules ou en couple, dans le couple, a déjà une place très très importante. Comme vous le savez, il y a énormément de dons d'ovocytes qui se font aujourd'hui à l'étranger, où l'anonymat est plus ou moins préservé. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Et c'est vrai que dans mon expérience, en tout cas, les femmes, dans ces situations étrangères, racontent avoir l'impression d'avoir rencontré la donneuse à tous les coins de rue. Bon, ça c'est augmenté par le fait qu'elles sont dans un pays étranger où elles sont pas chez elles, etc. Donc alors ça c'est un premier point. Le fait que c'est moins de place ne peut que favoriser fantasmatiquement que ça en a déjà beaucoup, mais ça ne peut que favoriser la relation entre parents et enfants, et d'autre part insister
insisté sur le fait, justement en termes de don d'ovocytes, qu'on est dans une situation assez particulière dans le don d'ovocytes, puisque par essence, un homme ne pouvant pas porter une grossesse, il y a une certaine dissociation entre la conception et l'adoption de l'enfant, d'une certaine façon, qui se fait dans tous les moments quotidiens de la rencontre avec l'enfant dans sa réalité une fois qu'il est né. Les choses se passent de façon très différente et surtout très récente dans le don d'ovocytes, puisqu'il y a un certain clivage de la situation de la maternité qui est relativement inédit, puisque généralement la femme qui portait l'enfant était sa mère, quelles que soient les situations suivantes, mais quand on continuait la vie avec lui, disons, je ne parle pas des situations d'abandon. Et on a pu faire se voir dans les situations de don d'ovocytes que le travail d'adoption psychique qui concerne toujours les femmes en cours de grossesse et à l'arrivée de leur enfant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de porter un enfant pour se sentir bien son parent. C'est ce que j'essayais de dire en quelques mots à travers la complexité de la rencontre entre mère et bébé. Dans les situations de don d'ovocytes, ce travail d'adoption psychique de l'enfant est rendu un peu plus compliqué. Je peux vous renvoyer à quelques travaux sur le sujet. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. D'abord, quelques interrogations générales et puis après des questions à chacun de vous. D'abord, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'on a une évolution en cours qui consiste à diminuer l'importance de la parentalité biologique et accroître l'importance de la vraie parentalité, c'est-à-dire de ceux qui élèvent, aiment, pourvoient aux besoins et à l'éducation des enfants. De même qu'on est sûrement d'accord sur le fait que les droits à l'enfant ne sont pas légitimes, tandis que les droits de l'enfant, eux, doivent être privilégiés, mais qu'on peut aussi faire droit au désir d'enfant qui semble être positif dans toutes les études qui nous ont été rapportées, montrant des chances supplémentaires pour les enfants nés après avoir été fortement désirés. Maintenant, une question un peu plus... Pour vous deux, c'est que nous n'avons pas, effectivement, en France, d'études prospectives. Par contre, on peut se référer aux études effectuées par nos amis anglais, américains et même belges. Alors, on voit bien qu'il y a une différence d'approche entre l'analyse psychanalytique ou des différentes écoles psychanalytiques et puis celle de ceux qui ont conduit ces études prospectives sur les enfants nés de femmes seules ou de femmes en couple homosexuel. Femmes isolées, pardon, madame. Mais dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs, ça n'a pas été un choix. L'homosexualité n'est pas choisie, l'isolement non plus n'est pas choisi. Donc ce sont des femmes qui, dans les circonstances qui n'ont pas été leur propre choix, sont amenées à avoir un désir légitime d'enfant. Et les études montrent qu'il y a une capacité d'adaptation qui est assez extraordinaire, qui est toujours extraordinaire chez les enfants, mais qui, ici, en l'occurrence, fait qu'on ne voit pas de conséquences néfastes dans ces études. Et les difficultés qui ont été évoquées se résument, d'après ces études, essentiellement aux méfaits de la discrimination sociale, au jugement de l'environnement, mais non pas au développement de l'enfant lui-même, ni à ses interactions avec ses parents. Et donc, c'est une approche différente de celle que vous énoncez, mais ça serait intéressant que vous puissiez évoquer la raison pour laquelle, sans avoir des études prospectives, vous pouvez énoncer autant de craintes, de risques d'effets délétères, par exemple de la privation du père, en ne tenant pas compte du fait que dans les familles modernes, où rares sont les femmes qui vivent en ermite, il y a toujours quand même d'autres référents familiaux qui font que ces enfants sont élevés avec des référents masculins et féminins, même s'il n'y a pas un père en l'occurrence. Alors maintenant, des questions pour Monsieur Lévy-Soussan. Vous avez été à l'Académie de médecine en 2013, donc avant la loi sur le mariage pour tous, et puis en 2018. Est-ce que vous avez noté une évolution dans la réflexion des médecins de l'Académie de médecine? Et deuxième question... j'ai eu un peu l'impression que vous étiez pessimiste sur la capacité humaine à résoudre d'éventuels problèmes. Si on pousse votre raisonnement jusqu'à l'absurde, je le reconnais, et là,
excusez-moi d'être caricatural, mais je suis obligé d'être court, j'irais presque jusqu'à dire que on va déconseiller bientôt aux couples hétérosexuels d'avoir des enfants parce qu'ils risquent de développer, enfin ils risquent pas, ils vont développer un complexe d'Édipe. Donc le fils voudra coucher avec sa mère et tuer son père, c'est pas tellement recommandable. Donc je crois que je reconnais que je suis caricatural là, mais je veux dire, nous avons tous, heureusement, surmonté cela. Pourquoi vous considérez que des enfants de couples homosexuels ou de femmes seules ne seraient pas aptes à surmonter des difficultés ou des problèmes comparables à ce que représente pour chacun de nous le complexe d'Édipe ou les autres questions de notre développement précoce. Pour Madame Bydlowski, vous dites que nous serions dans une condition expérimentale. Mais non, nous ne le sommes plus. Hier, nous avons entendu une gynécologue sénatrice de Belgique. Depuis 25 ans, l'AMP se fait avec des femmes homosexuelles. Depuis 20 ans, avec des femmes seules en Belgique. Les études ont été conduites et on n'est plus dans l'expérience, on est dans la constatation, dans l'analyse, dans la comparaison, et je crois qu'on n'est plus dans la phase d'ignorance et d'expérimentation initiale, on est plutôt dans une application rationnelle, et certes, la recherche d'éventuelles nécessités de précautions ou de difficultés à surmonter. Mais je voudrais savoir comment vous expliquez que ceux qui ont l'expérience, comme nos amis belges, anglais, américains, sur plusieurs décennies, eux, sont positifs et confiants, et que ceux qui n'ont pas cette expérience aussi importante, il y a bien quelques cas en France qui ont été utilisés ces moyens à l'étranger, mais pas dans des proportions comparables, donc avec moins d'expérience et moins d'études, nous serions beaucoup plus dans la crainte, dans la méfiance, dans l'évocation de risques majeurs. Pourquoi ne peut-on pas se reposer sur ce qui est basé sur les preuves apportées par ces études sur des nombres importants d'enfants suivis jusqu'à l'âge adulte? Merci, monsieur le rapporteur, qui commence peut-être pour changer Dr Bydlowski, puis ensuite le Dr Lévy-Soussan. Merci pour vos commentaires et vos questions. Donc, je vais me centrer sur ce qui m'a été directement adressé. Vous faites référence à des travaux qui, certes, il y a un certain nombre d'études, dont aucun n'a fait d'observation clinique précise sur l'enfant. Tout a été basé dans ces travaux que je connais très bien, sur des auto-questionnaires sans observation clinique de l'enfant, premièrement. Deuxièmement, vous parlez, vous semblez dire que ça serait l'approche psychanalytique qui serait différente de ces études. Alors, pas particulièrement. La façon dont les classifications de l'enfant, des difficultés de l'enfant éventuelles, en l'occurrence dans ces études il n'y en a pas, ou de relever particulièrement, sont des classifications auxquelles on peut tout à fait se référer quand on publie à l'international. Donc ça n'est pas le regard de la psychanalyse, c'est pas un problème théorique, c'est un problème méthodologique sur la façon dont les études sont menées et la façon dont surtout il n'y a pas eu d'entretien conséquent des enfants de quel que soit l'âge lors de ces études. Et puis juste l'autre point, la pratique de l'AMP qui se fait dans ces autres pays est effectivement assez ancienne. Enfin, en France, le don d'ovocytes, par exemple, que j'évoquais, ça fait aussi plusieurs décennies qu'il est pratiqué. Mais à nouveau, je précisais qu'il n'y a toujours pas de travaux sur les enfants, sur les suites sur les enfants. Je voudrais juste préciser que si j'ai exposé les différents risques potentiels des situations les plus ordinaires, ça ne serait pas du tout dans l'idée qu'il ne faudrait plus que ces situations se traversent. C'est juste pour donner de la matière à réflexion en ouvrant un peu plus ces situations. Il me semble que, évidemment, il n'est pas du tout nous avons à traiter, nous les médecins, des accidents de la vie.
ça fait partie de notre travail. Là, vous nous demandez un avis dans l'idée d'une ouverture. On vous parle des accidents de la vie auxquels on est confronté avec ce qui nous semble représenter certains facteurs de risque dans ces situations. C'est tout. Merci, docteur. Docteur Lévy-Soussan. Oui, alors pour reprendre un peu ces différentes questions, donc par rapport aux études, effectivement, je vais dans le même sens que le docteur Bidlowski et souligner quelque chose qui saute aux yeux par rapport à ces études. En parlant d'un domaine que je connais bien, qui est l'adoption. C'est-à-dire, il a fallu attendre dans le champ de l'adoption près de 30 ans avant de dire qu'il y avait un problème avec les parents adoptifs. C'est-à-dire que ça faisait partie des sujets tabous. Si vous voyez les publications sur l'adoption, vous allez voir les risques, les facteurs de risque par rapport à l'enfant, les troubles de l'attachement, etc., etc. Et vous n'allez rien trouver dans les tout premiers travaux sur l'adoption sur les risques des parents. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet tabou. J'ai écrit un livre sur les échecs d'adoption où je commençais à pointer les risques des parents qui était véritablement un champ qui était qui commençait à peine sur un plan scientifique, et maintenant il y a de plus en plus de publications sur les risques parentaux. D'accord ? Il est arrivé exactement la même chose, et il arrive exactement la même chose avec ces histoires de soit couple de même sexe, soit de femmes seules. C'est-à-dire, il y a eu un véritable discours extrêmement militant depuis les années 2000 par rapport à ça, avec ce dogme de l'enfant non seulement va bien, mais va mieux. Et ce dogme de l'enfant va bien, voire va mieux, a été remis en cause par toutes les publications récentes qui expliquent justement que l'idéologie à la base de ces études, qui sont faites le plus souvent par des associations militantes engagées, etc., avait apporté un biais terrible. Donc je vous ai mis dans l'article que je vous ai laissé un peu toute l'histoire de cela, c'est-à-dire et comment des chercheurs ont vu que tous les biais avaient été retirés, et que toutes les différences qui existaient n'avaient pas été énoncées. Donc il y a un vrai biais, si je puis dire, militant par rapport à ça. Donc je ne peux pas vous laisser dire que les enfants vont mieux, voire vont bien, parce que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que les études ont montré au contraire à quel point justement les enfants, et une fois de plus, c'est pas que... c'est-à-dire c'est plus compliqué pour eux. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'une fois de plus, je me situe toujours au niveau préventif et non pas prédictif. C'est-à-dire oui, c'est plus compliqué pour eux. Et par rapport au biais du regard social, les études ont apparié par rapport à ce regard social, c'est-à-dire on fait des études dans les pays où le mariage de même sexe est fait, etc. Et on a retrouvé les mêmes choses. Donc c'est pas du tout que ce regard social et sociétal qui, même s'il existe bien sûr, lorsqu'on apparie sur ce paramètre, eh bien les différences subsistent et sont maintenues. Ensuite, par rapport à la privation de père, il existe d'autres référents familiaux. La réponse est que rien ne remplace un père. C'est-à-dire qu'il faut différencier ce qu'il en est d'une référence masculine qui peut être jouée par un parrain, par un grand-père, par un éducateur, un professeur, mais rien ne remplace un père. Et vouloir faire croire que justement à ces femmes que il suffirait, lorsqu'elles sont au quotidien avec l'enfant, avec des difficultés journalières avec l'enfant, il n'y a personne d'autre qu'elle avec cet enfant. Donc bien sûr que je conteste bien sûr la chose par rapport au fait que rien ne remplace un père, et ce ne sont pas des référents qui sont là une fois de temps en temps, les week-ends ou les vacances, qui vont remplacer ce qu'il est du quotidien du père. Et un père, c'est pas un père de papier ou un père qui existe que sur le plan de quelques moments pendant les vacances, etc. Il faut différencier ce qui peut en être d'une référence masculine, qui peut être utile, de ce qu'est un père. Et ça, c'est évident que ce n'est absolument pas la même chose. La question par rapport à l'évolution de l'Académie de médecine par rapport aux différentes auditions, mais il est clair que toutes les auditions que j'ai pu faire avant, il n'avait jamais été question de femmes seules. C'est-à-dire ce qui était envisagé, c'était par rapport au couple de femmes, mais jamais avait été envisagé justement le fait de mettre un enfant dans une situation de femme seule, aussi bien auprès de l'Académie de médecine que lors des rapports qu'on a pu faire au sein de l'agence de biomédecine, où jamais les choses n'ont été envisagées par rapport à une femme seule.
Donc, et là encore, je différencie ce qu'il en est du facteur filiatif, du facteur éducatif. C'est-à-dire que dans ces différents travaux peuvent montrer que d'un point de vue éducatif, les choses ne sont, enfin là, si je puis dire, la pratique de la sexualité n'a rien à voir avec l'éducation de l'enfant. Et le point de vue que bien entendu, je souligne, c'est que d'abord, il peut y avoir des différences par rapport à la complémentarité homme-femme, ou bien par rapport à la solitude de la femme, mais surtout, je souligne les complexités sur un plan filiatif, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir s'originer, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les travaux de Guyotat sur la filiation. Ensuite, la capacité humaine déconseillée, là je reprends effectivement ce qu'a dit le docteur Bidlowski, c'est-à-dire que le fait de travailler dans le champ de la protection de l'enfance et en tant qu'expert auprès des tribunaux, effectivement me montre à quel point justement l'humain est faillible. Hein, et que tous les humains sont faillibles. Hein. C'est-à-dire que même dans les situations dites classiques, c'est complexe. C'est pour ça que, comme je dis, déjà une situation de base, elle est complexe, elle n'est pas facile. Et même dans des situations, si je puis dire, avec un homme et une femme, il y a des échecs filiatifs. C'est-à-dire il y a des parents qui n'arriveront pas à être père, ni à être mère. Donc c'est pour ça que lorsqu'on repère justement ces risques-là de cet échec de filiation dans les situations classiques, a fortiori lorsque ces situations ne sont pas classiques, on sait que les risques augmentent. Et non seulement ils augmentent, mais ils se démultiplient. Ma collègue tout à l'heure voyait par rapport au don d'ovocytes ou au don de sperme la difficulté pour les parents à se sentir parents. Moi, je me souviens de ce couple de femmes dont une avait eu un recours à un don d'ovocytes qui n'arrivait pas à se sentir, malgré l'accouchement, qui n'arrivait pas à se sentir mère et qui avait demandé à son enfant de l'appeler Tata. Hein, et vous voyez bien justement de par le fait de cette récusation de ceux... Et pourtant l'accouchement fait beaucoup la mère sur un plan psychologique. Mais il est vrai que c'est pour ça que j'insiste sur l'impact de la technologie sur le psychisme qui peut empêcher justement les personnes d'avoir pleinement cette position. Et si les personnes n'ont pas pleinement cette position, au niveau de l'enfant, ça sera cataclysmique, c'est-à-dire que l'enfant les bousculera tellement dans leurs repères que s'ils n'ont pas un positionnement à 200% comme père ou mère de l'enfant, cela fragilisera justement la position de l'enfant. C'est pour ça que, une fois de plus, la question n'est pas de savoir si tout le monde peut surmonter cela. Tout dépend, une fois de plus, qui vous privilégiez. C'est vrai que moi, si je puis dire, mon fil rouge de tout, c'est effectivement de privilégier le point de vue de l'enfant. Et que l'enfant n'a pas à supporter, si je puis dire, les risques scientifiques dans lesquels on va le mettre. Et l'utilisation de la science pour fragiliser cette position, je pense que d'un point de vue éthique, justement, ça ne serait pas de l'ordre de la raison. Ça ne serait pas raisonnable. Merci, docteur. Voilà, alors nous allons faire un exercice compliqué puisque j'ai 5 demandes d'intervention. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait je vais prendre un terme psychanalytique, des frustrations. Voilà, et donc chacun va pouvoir poser ses questions, mais en vous invitant à ce que ce soit bien concis. Et puis, je vous inviterai également dans vos réponses globales, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre les 5 intervenants et vous noterez les réponses, encore une fois, à ce qu'on puisse ne pas trop retarder. Alors, dans l'ordre, Blandine Brocard, Agnès Stille, Joël Aviragné, Marie Tamarel Verreg et Patrick Hetzel. Nous commençons par Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je vais être très brève parce que parmi les 3 questions que je souhaitais vous poser, il y en a 2 qui ont été soulevées par Jean-Louis Touraine. Mais je voudrais vous remercier justement particulièrement d'être revenu sur ces études qu'on tord un peu dans tous les sens. Donc vous avez été très factuel pour en fait mentionner le fait que ce n'était pas vraiment des études scientifiques. Je vous remercie aussi parce que c'est une des questions que je voulais poser quand on parle du référent masculin qui peut être autre que celui du père. Donc naturellement, il y a d'autres référents masculins, mais c'est vrai qu'un père au quotidien, comme vous le mentionnez, comme vous le constatez, peut être difficilement remplaçable. Ma 3e question... vous avez beaucoup parlé de l'adoption de femmes célibataires, puisque justement, vous pouvez les étudier, j'allais dire, scientifiquement, ou en tout cas étudier les conséquences pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Ma question, j'allais dire, même si vous avez mis en avant le fait que les agréments d'adoption pour ces femmes célibataires
été, alors peut-être pas de plus en plus récusé, mais en tout cas très étudié et voilà, donné avec plus ou moins de difficultés, on va dire comme ça. Est-ce qu'il faut ou pas revenir sur cette possibilité d'adopter par les célibataires, ou est-ce que les différentes justement limites qui sont posées permettent d'œuvrer dans le bon sens? Je vous remercie. Merci. Agnès Thill. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous deux pour vos exposés précis et qui sont sur des données scientifiques. Et je me souviens avoir entendu il y a 20 ans, vous voyez ce que c'est avec un père, alors imaginez 100. Donc, je voulais donc juste poser des questions, d'abord à monsieur, puis ensuite à vous. Vous parliez des femmes célibataires qui étaient peut-être plus importantes à consulter que les couples, et que l'État avait mis en place comme des garanties pour les agréments de l'enfant, pour ne pas exposer l'enfant à des situations trop dures pour lui. Est-ce que la même chose pour la PMA, donc la même chose que cette adoption qu'une femme seule qui veut adopter comme une espèce d'enquête un peu, et qui vient me voir, la même chose pour la PMA, une femme seule qui demanderait la PMA, serait envisageable, mieux d'après vous, ou plutôt que de demander juste la PMA au médecin, que le médecin dise oui et la lui donne? Est-ce qu'il faut envisager une espèce de petite enquête de la sorte? Vous parliez aussi de 2 fois plus de risques d'alcoolisme, suicide chez les enfants issus de femmes seules, monoparentales, AMP. Et on nous parle de projet parental et que c'est voulu, donc il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre alors? Parce que si on évoque ça, on nous dit que non, ça n'a rien à voir puisque c'est voulu, c'est dans le projet et il n'y a pas tous ces risques de 2 fois plus de suicide, d'alcoolisme. Et puis, madame, vous parliez d'une relation très fusionnelle entre la mère entre le bébé et la femme seule, jusqu'à peut-être une relation d'intolérance mutuelle pour se détacher un peu d'un trop grand collage. Et on a reçu, pas dans le cadre de la mission des soirées Colbert, une jeune adulte issue justement, enfin... Et si, en étant avec une mère isolée, comment peut-elle, se disputer ou être mal avec sa mère puisqu'elle n'a qu'elle? Et est-ce que là, la relation reste dans la situation non conflictuelle ou conflictuelle? Voilà. Je me dis qu'elle ne peut pas se disputer, forcément. Merci. 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 Joël Aviragné. Oui, merci. Oui, madame, vous avez tout à l'heure parlé, madame le médecin, vous avez tout à l'heure parlé de la relation, du rôle du père, de ce rôle de tiers, et vous avez dit que c'était quelqu'un qui permettait à la mère de s'absenter, parlant de la relation précoce mère-enfant, disant que tout se jouait dans l'absence, la présence, voilà. Donc suite à ça, je me disais, encore faut-il que la mère accepte cette place du tiers. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Donc, et je mettais un lien avec ce que disait monsieur, parlant tout à l'heure de cette personne qui avait dit « Je n'ai pas réussi ma vie de femme, je vais réussir ma vie de mère », ce qui est absolument terrifiant, me semble-t-il. Donc je me disais, est-ce que finalement, ce n'est pas la mère qui permet cette place du tiers? Voilà. Et à partir de là, est-ce que la question principale n'est pas là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler autour du désir d'enfant commun? Et finalement, avec l'AMP à situation d'exception, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour travailler sur ces questions-là qui me paraissent essentielles? Merci. Voilà, nous repassons au rang de devant. D'ailleurs, je constate que les rangs sont très sexués, puisqu'on a les femmes au premier rang, les hommes, comme hier. Oui, c'est pas que depuis nos classes de primaire, c'était déjà comme ça, mais ça continue. La parole est à... Non, mais déjà hier, c'était la même configuration, et quelles que soient les allées et venues, je regarde comment ça se passe. Chacun en fera l'interprétation qu'il le veut. Marie Tabarel-Vérec. Merci, Monsieur le Président. Merci effectivement pour vos apports d'expérience. Moi, je suis particulièrement sensible au fait qu'on part bien de la place de l'enfant. Je crois que on en parle et très vite, en fait, on est préoccupé par le désir d'enfant. Et c'est toute cette dualité, en fait, qui est, voilà, pour nous,
parfois complexes à appréhender. Vous avez déjà répondu à pas mal de mes interrogations, donc voilà, ça va être plus court. Il y a souvent quelque chose qui revient. J'aurais voulu avoir votre retour, notamment avec vos confrères ou consoeurs des pays étrangers, parce que c'est souvent quelque chose qui revient en disant « mais c'est pratiqué largement ailleurs ». Et effectivement, ça va bien. Voilà. Donc, savoir, vous, par rapport aux échanges que vous pouvez avoir à l'international, comment appréhender cela. La deuxième chose, c'est l'anonymat que vous avez mis en avant, si j'ai bien compris, et de façon plutôt favorable dans la relation à construire entre ses parents et cet enfant, voilà, par PMA. Peut-être que je n'ai pas bien compris, dans ce cas-là, vous me le repréciserez. Or, là, c'est aussi une question qui revient très fortement, ce droit à la filiation. Donc, à la fois, le terme est d'ailleurs assez paradoxal, parce qu'on parle de filiation, alors que le donneur, au fond, n'est pas reconnu comme le père. Et puis, le troisième point, mais qui est peut-être redondant avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement ces disputes, entre guillemets, entre études. La question du biais que vous avez apporté, moi, m'intéresse tout particulièrement. Hein, une étude, c'est pas parce qu'elle s'appelle étude que c'est une étude. Et par rapport au positionnement, justement, des pédopsychiatres, vous disiez qu'il y a très peu d'études qui parlent de l'enfant. Or, la préoccupation majeure, c'est quand même qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. À partir de ces travaux, qui je pense débordent largement la France, qu'est-ce qui se dégage? Se dégage-t-il un consensus des professionnels de l'enfance, et en particulier des experts que vous êtes en matière de pédopsychiatrie, ou non? Voilà, j'aurais voulu avoir votre retour, je vous remercie. Merci, et pour finir ces questions, Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai deux questions que je voudrais adresser au docteur Lévy-Soussan. En fait, à un moment donné, vous évoquez la difficulté qui est liée au fait de ne pas pouvoir s'originer. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont selon vous finalement les conséquences pour l'enfant, hein, puisque vous évoquiez le fait que plus important c'était de regarder ce point de vue de l'enfant. Et puis ensuite, deuxième aspect que vous avez évoqué, qui est l'impact de la technologie sur le psychisme. Est-ce qu'il existe déjà des études à ce sujet, ou est-ce que pour le moment on est encore, est-ce qu'on manque d'études sur ce point? Voilà les deux questions que je me posais. Je vous remercie. Voilà, merci. Donc, beaucoup de questions, hein, mais encore une fois, c'est l'exercice qui veut ça. Qui commence? Docteur Lévy-Soussan, je vous laisse la parole. Bien, je vous remercie pour toutes ces questions qui sont toutes passionnantes. Je vais essayer d'y répondre du mieux possible. La toute première question par rapport à l'adoption par les femmes célibataires. Depuis que, au tout début, lorsque j'ai travaillé dans le champ de l'adoption, quand j'ai commencé à prendre la direction de cette consultation, moi-même, j'ignorais qu'on pouvait réabandonner un enfant qui avait été adopté. Donc j'ai commencé à travailler sur les échecs de l'adoption, sur les facteurs de risque. Et dès le début, on était très peu de professionnels à travailler sur ce champ-là, on a vu très clairement les grilles des facteurs de risque parentaux. Et d'abord, j'ai commencé à les enseigner auprès des différents conseils généraux, parce que j'aurais pas pu trouver dans ce champ-là seul. C'est-à-dire, je me suis entouré de tous les professionnels et des services d'adoption des différents conseils généraux à travers la France. Et à ce moment-là, on a commencé à lever, si je puis dire, le tabou par rapport aux échecs d'adoption. Et très très vite est venu, bien sûr, le risque de la situation monoparentale. Hein, c'est-à-dire, il y avait bien plus d'échecs dans les situations de célibataires. Très vite, on a commencé lorsque j'étais auditionné, que ce soit par à l'Assemblée, au Sénat, par les différentes commissions en charge de l'adoption, j'ai commencé à dire, voilà, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a le facteur de l'âge, c'est-à-dire que c'est clair que l'âge est un facteur de risque par rapport à la parentalité, en particulier au-dessus de 50 ans. Il y a la situation
de la personne seule. Et très très vite, on m'a dit, mais écoutez, vous, vos considérations, c'est l'enfant, nous, nos considérations, c'est le monde des adultes. Donc très très vite, je me suis heurté sur un plan législatif et sur le plan de tout ce que je disais, que non, on considère l'intérêt des adultes à avoir un enfant par rapport à ce désir d'enfant que la société prône, et non pas les risques par rapport à l'enfant. Mais pourtant, mon désir serait constant. C'est-à-dire, si on avait une vraie politique de prévention des échecs et une vraie politique par rapport aux risques pour l'enfant, bien sûr qu'il faudrait s'aligner à ce que font déjà des pays, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'adoption, pour qu'il n'y ait plus d'adoption par rapport aux célibataires ou alors par rapport aux personnes au-delà de 50 ans. Ça soulagerait énormément, si je puis dire, le travail des conseils généraux par rapport à ce travail de sélectivité qui est extrêmement difficile à faire et complexe à faire. La deuxième question par rapport à la garantie pour la PMA de faire une enquête, c'est-à-dire à faire pour la PMA le même modèle que l'agrément, bien sûr, pourquoi pas, mais il faut déjà savoir que c'est, entre guillemets, c'est déjà fait, enfin c'est pas sur la forme d'une enquête, mais il y a une sorte d'entretien obligatoire qui est fait avec un psy, mais cet entretien n'a aucune conséquence sur le plan de l'arrêt ou de la continuité, c'est-à-dire il n'y a pas de refus, il y a très 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 rarement des refus par rapport à un couple à risque. Or pourtant les professionnels repèrent ces couples à risque, et les couples à risque, une fois de plus, c'est quand la problématique de couple ou personnel est trop importante. C'est-à-dire que les cas que nous récusons dans les agréments d'adoption, c'est effectivement les cas où les enjeux par rapport à l'enfant sont beaucoup trop importants, et lui faire payer le prix de cela, ça serait lui faire payer trop cher. C'est pour ça que pour nous, le désir d'enfant et le projet parental ne suffisent pas. C'est-à-dire, et on le sait bien justement, et là je parle au nom de tous les professionnels qui travaillent dans le champ de l'adoption, on sait bien à quel point justement le projet parental et le désir d'enfant vient masquer des problématiques personnelles et de couple, voire même envisager l'enfant comme un antidépresseur, voire pour sauver le couple. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez adopter ? Parce qu'on s'ennuie. Je dis, mais comment ça vous ennuyez ? C'est quand même pas l'enfant vous n'allez pas faire payer ça à l'enfant. C'est-à-dire, on sait bien que justement, nous, on va au-delà de ce désir et au-delà de ce désir d'enfant. On sait bien que ça ne suffit pas. Et donc, toute la grille, si je puis dire, que nous avons des facteurs de risque dans l'adoption, etc., on pourrait l'appliquer telle quelle, bien sûr, aux couples qui envisagent justement la PMA. Parce que pour nous, très souvent, on m'a dit, oui, mais l'adoption, c'est pas la même chose que la PMA. L'adoption, l'enfant existe déjà. C'est vrai. L'adoption, l'enfant existe déjà. Mais maintenant, moi, j'ai vu des échecs d'adoption avec non pas des enfants âgés de 4, 5, 6, 7 ans, qui peuvent se comprendre du fait de ce que l'enfant a pu subir de maltraitance antérieure. Mais moi, j'ai vu des échecs d'adoption avec des enfants récupérés à quelques semaines, quelques jours, dans certains pays où c'est possible. Et là, effectivement, les facteurs de risque sont essentiellement des facteurs de risque parentaux. Donc, il serait évident qu'avoir une attitude préventive par rapport à de vrais entretiens qu'ils ne font absolument pas à l'étranger, c'est-à-dire pour être allé dans les colloques de PMA et des sécos, les entretiens ne sont absolument pas poussés comme nous on le fait au niveau de l'agrément par rapport à un désir d'enfant, et ce qui se fait en Belgique, en Tchéquie ou en Espagne, ça n'a absolument pas la profondeur des entretiens répétés que nous avons pour l'entretien de l'adoption, qui est un minimum de filtrage que nous avons. Et encore, je travaille pour que justement ce filtrage soit amélioré dans l'adoption pour éviter les risques d'échec. C'est-à-dire, ce qui me permet de répondre à une autre question, c'est-à-dire que sont ces échecs d'adoption, c'est-à-dire que sont ces échecs de filiation, c'est-à-dire ces échecs où justement l'enfant n'arrive pas à s'originer, tout simplement l'enfant n'est pas considéré comme le fils de la famille. Et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle des équivalents d'échecs, c'est-à-dire il y a les vrais échecs où l'enfant est réabandonné, donc ça c'est ce que j'ai connu au tout début il y a 20 ans et que je reconnais dans les véritables... Autrement, il y a les équivalents d'échecs, c'est-à-dire ce sont ces enfants qui sont mis ailleurs, mis dans un internat, sans plus aucun contact avec la famille, où l'enfant ne se reconnaît pas. Et si l'enfant ne se renaît pas ayant des fondations dans la famille, effectivement, il va aller se refonder ailleurs. Et ça va donner tous ces enfants qui vont aller soit dans l'attirance par le lien biologique, soit se fonder dans une idéologie, dans une autre idéologie. Et ça, c'est toute l'attirance vers le versant, si je puis dire, psychopathique de la filiation, c'est-à-dire où il va se refonder vers des personnes extrêmement autoritaires qui vont parfois les pousser à faire des actes délictueux. Donc par rapport à
Donc ça, c'était la réponse par rapport à la garantie pour les PMA. Le projet, la question par rapport au projet parental, c'est-à-dire le fait que ce soit voulu, donc cela diminue les risques, absolument pas, parce que là encore, le fait que le projet soit voulu, c'est quelque chose qui masque les problématiques personnelles, individuelles et de couple. C'est-à-dire, et c'est ce dont on se rend compte, c'est pour ça que j'avais commencé mon topo par cela, c'est-à-dire l'enfant va justement révéler les failles du projet parental. Et c'est pour cela que l'enfant est un terrible révélateur. Vous voulez savoir si votre couple est solide, ayez un enfant. Vous avez encore un doute, ayez un second enfant. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un enfant fait exploser 50% des couples lorsqu'il arrive. Donc on voit bien le côté donc on voit bien le côté totalement insuffisant de ce projet parental, et encore plus insuffisant lorsqu'on a un recours au tiers, parce que le fait de faire un recours au tiers, médical ou social, fragilise bien entendu la venue de l'enfant. Donc voilà un peu pour la question par rapport à cela. Par rapport au rôle du père comme tiers, et donc là, effectivement, je vais dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que bien sûr, faut-il que la mère accepte ce tiers, et on le voit bien dans les récusations qu'on peut faire dans l'adoption de ces femmes célibataires qui déjà, dès leur projet, n'ont pas ce tiers dans la tête. C'est-à-dire c'est vraiment des femmes qui quelle que soit, si je puis dire, la sexualité, parce qu'une fois de plus, c'est pas ça qui est en cause, on voit bien que dès le départ, le projet de cet enfant, c'est quelque chose où il va s'agir d'être dans un état totalement fusionnel avec cet enfant, et avec une grande idéalisation de l'enfant, et on sait que la grande idéalisation de l'enfant dans ces projets, c'est l'autre versant du rejet de cet enfant qu'il y aura à un moment ou à un autre. Donc c'est pour cela que ce désir et ce projet parental ne suffit pas, parce que justement il va masquer ce qu'il en est des problématiques personnelles. Par rapport justement à la question de l'anonymat, et donc la question était intéressante parce que vous avez parlé justement, il y en a qui revendiquent un droit à la filiation, mais ça prouve même, enfin, ce type de terme donné par justement ces militants des origines prouve bien à quel point justement la filiation a été un échec dans leur famille. C'est-à-dire que, alors même que la loi dans l'adoption, mais il n'y a pas d'implication filiative par rapport à cela, le fait de demander justement un droit à la filiation prouve à quel point justement cette filiation n'a pas été possible dans leur famille via l'AMP. Et ça, une fois de plus, c'est lorsque vous lisez justement ces ouvrages qui sont écrits par ces militants, vous voyez à quel point il y a une souffrance personnelle et familiale, et que oui, dans ces cas-là, je vais faire des tests génétiques ailleurs et je vais m'originer ailleurs. Mais c'est toujours par rapport, et ça, on le connaît bien, aussi bien dans l'adoption que dans l'AMP, c'est-à-dire ça vient signifier justement l'échec d'une réassociation de ce qui a été dissocié. C'est pour ça que j'insiste autant sur l'importance de donner à l'enfant les capacités pour réassocier ce qui a été dissocié par la science. Enfin, la dernière question par rapport effectivement aux professionnels de l'enfance. Alors c'est vrai que les professionnels de l'enfance se séparent en ceux qui sont politiquement corrects et ceux qui ne sont pas politiquement corrects. C'est-à-dire ceux qui acceptent effectivement de prendre des risques dans le champ sociétal à énoncer effectivement ce qu'il en est de leur expérience clinique, et puis ceux qui diront mais non, tout va bien. Et c'est vrai que par rapport justement à l'expérience qu'on peut avoir justement de la clinique au sein justement des professionnels de l'enfance, et je parle bien des professionnels de l'enfance, je ne vous parle pas des professeurs de gynéco-obstétrique qui ne voient jamais d'enfants, étant donné que c'est nous qui les voyons après. Donc bien sûr que là on partage en général, la majorité des professionnels partagent bien sûr les propos que je vous expose par rapport à tout ce qui a été dit. Et enfin la dernière question sur le fait de ne pas pouvoir s'originer, quelles sont les conséquences, donc ça je l'ai dit. Quant à l'impact de la technologie sur le psychisme, c'est le propre, si je puis dire, de toutes les... Enfin, une fois de plus, les études là-dessus sont difficiles, mais c'est le propre de la réflexion sur la bioéthique. C'est-à-dire le propre de la réflexion de la bioéthique. C'est-à-dire, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la bioéthique, mais les débuts de la réflexion de la bioéthique, c'était suite au code de Nuremberg et le fait d'arrêter de penser la science au détriment des expérimentations faites sur l'humain. Donc ça s'origine de là, la bioéthique. C'est-à-dire on voit bien à quel point justement la science peut bouleverser les représentations psychiques que nous avons par rapport à l'humain. Et donc la bioéthique, c'est comment garder notre humanité avec la technique.
hein. Et effectivement, l'une des façons justement de garder notre humanité par rapport à la technique, le fil rouge qu'effectivement j'ai toujours suivi, c'est le fil rouge de l'enfant, hein. Et comment justement l'enfant n'a pas à payer, si je puis dire, cette hyper-technicité qui sera ensuite sans limite, parce qu'on n'a absolument pas eu le temps de parler de tout l'impact, si je puis dire, économique de tout cela, mais il est clair qu'au niveau des dons de sperme, il n'y en a pas assez en France, étant donné que ce ne sont pas les 200 à 300 donneurs qui vont couvrir les 5 à 6 000 femmes qui vont à l'étranger. Les 200 à 300 donneurs en France suffisent à peine pour les couples infertiles, donc forcément ça va ouvrir une marchandisation du don de sperme, comme la marchandisation du don d'ovocytes. Et il faut savoir que toutes les banques, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Espagne ou que ce soit les autres, les Belges ne donnent pas pour les femmes françaises, les Espagnols non plus, c'est-à-dire, enfin si, les Espagnols un peu, mais en Belgique, ils font venir tous les dons de sperme de la banque Cryos. Hein, donc là encore, ça va ouvrir une marchandisation et à une objectivisation justement de la venue de l'enfant au monde, et là, effectivement, je pense que ce n'est pas quelque chose d'éthique. Merci, Dr Bilowski. Merci pour la richesse et l'intérêt de vos différentes questions. Je vais essayer de ramasser un peu les choses. Concernant l'idée d'un modèle d'agrément pour l'AMP comme sur le modèle de l'adoption, il me semble qu'on est quand même dans une situation très différente. Là, je parle même d'un point de vue clinique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se demander... Enfin, l'enfant n'est pas encore là. L'enfant n'est pas encore là, donc il ne s'agit pas de savoir... de trouver un agrément pour les meilleurs parents possibles, si je puis dire. Les cliniciens de l'AMP sont face à cette pression urgente et douloureuse, telle que j'essaie de l'exprimer, du désir d'enfant. Et je suis un peu dubitatif sur la possibilité à ce moment-là de donner un agrément. C'est-à-dire ce qui me semblerait peut-être qui fonctionnerait mieux, dont j'ai une certaine expérience avec plusieurs services d'AMP, c'est plutôt d'essayer de travailler ensemble en regardant les choses sous différents angles, c'est-à-dire pouvoir entendre la souffrance des adultes qui viennent un peu autrement quand elle est repérée par les équipes d'AMP, en parler ensemble, pouvoir se figurer ce que pourrait être l'accueil d'un enfant avec des équipes de pédopsie. Voilà, je verrais les choses sur un mode un peu différent plutôt que juste un agrément, mais essayer d'arriver à réfléchir en se décalant un peu de cette pression et de cette urgence qui est souvent le cas et qui pèse aussi sur les équipes médicales. C'est ce que j'ai essayé de dire rapidement dans mon introduction en parlant de l'importance, me semble-t-il, de collaboration, de travail, mais bon, pour ça, ça demande aussi un engagement du système de santé, à donner des moyens pour qu'on puisse travailler mieux avec cette perspective, ensemble. Parce que derrière, effectivement, le projet voulu et annoncé et conscient d'enfants dans cette pression, pas toujours. Enfin, parfois, c'est évidemment, et dans de nombreux cas, heureusement, souvent le cas, enfin, que ce projet voulu et désiré donne une heureuse rencontre avec un bébé souhaité, même avec l'aide médicale. Dans certaines situations où ça ne fonctionne pas autrement. Mais il y a toute une part qui échappe à la volonté. Enfin, c'est désespérant, on peut le déplorer, mais il se trouve qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on souhaite, ou ce qu'on annonce, ou ce qu'on voudrait, que les choses sont plus compliquées que ça, enfin, d'où le fait que je mette l'accent sur les situations qui ne se passent pas bien, non pas par catastrophisme, mais simplement pour montrer tout ce qui échappe, voilà, justement à la volonté. Les équipes d'AMP, justement, sont parfois très étonnées de demandes, évidemment ça n'est pas massif, hein, mais de demandes d'interruption volontaire de grossesse, après de très nombreuses années parfois d'AMP, et un projet volontairement affiché comme souhaité sans faille. Et puis la grossesse survient et quelque chose est vécu d'insupportable. C'est des situations évidemment rares, mais néanmoins qui ont quelque chose d'assez emblématique
pour mettre un coin dans la porte du tout volontaire ou du tout conscient ou de tout ce qu'on pourrait maîtriser. Ça va un peu dans le même sens de l'illusion, un peu de la maîtrise de la conception. Enfin, justement, les situations d'infertilité montrent à quel point il y a toute une part inconsciente qui échappe. Concernant ce que vous évoquiez sur le lien que je comprends que vous faites et qui me semble judicieux entre relations fusionnelles entre mère et bébé et difficulté de faire face au conflit. C'est ce que j'ai compris. Je ne peux pas, vous disiez, si je reprends vos termes, je ne peux pas m'opposer à ma mère, je ne peux pas rentrer en conflit avec elle. Je crois que vous illustrez très bien. Au fond, l'être humain, le bébé humain, va se construire dans le conflit, d'une certaine façon. Le psychisme est fait de conflits, dont l'existence est faite de tentatives de dépassement. Voilà. Et les parents, qui sont les premiers interlocuteurs, enfin, quelles que soient les configurations parentales, en général, les parents sont les premiers interlocuteurs avec lesquels vont se traiter justement les conflits. Alors, effectivement, un enfant qui va le mieux possible peut se mettre en conflit, peut assumer un certain nombre de conflits et ses parents les supporter de part et d'autre. Enfin, c'est précisément ce qui a du mal à se jouer dans une relation très fusionnelle. Sur la question du tiers, je suis assez heureuse d'avoir été si bien comprise par vous, puisque vous dites bien, enfin ce que je pense profondément, qu'au fond, un des sujets principaux est que la mère puisse faire une place au tiers. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un espèce de premier préalable avant toute arrivée d'un enfant. Au fond, il faut pouvoir rencontrer le tiers. Enfin, ce qu'on entend par tiers, c'est quelque chose de l'altérité. C'est pouvoir rencontrer l'altérité et pas seulement la mêmeté du collage fusionnel pour pouvoir d'abord imaginer et rêver un enfant, puis l'attendre et l'accueillir. Donc je vous rejoins tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est une façon d'élargir la situation. Et c'est un petit peu ce que je tentais de montrer peut-être, avec la différence que je fais entre isolé et seul. Donc c'est tout à fait ce que j'entends. Sur la pratique à l'étranger, ça revient un petit peu à la question des études qui ont été faites. Il y a donc très peu de travaux en général. Donc, dans ma pratique, je reçois beaucoup de situations qui ont eu recours à ce qui est possible à l'étranger et notamment en Europe, enfin différentes formes de dons. Je dois dire que je suis un petit peu perplexe sur la façon dont je ne comprends pas bien comment les choses s'organisent en réalité. C'est-à-dire que parfois, il est demandé à des femmes de prouver qu'en fait, elles vivent avec quelqu'un. Alors, je reçois des femmes ou des mères enfin, qui ont couru des espèces de fausses attestations. Enfin, je trouve que c'est mettre les gens dans des situations que je ne trouve pas simples. Ou alors des entretiens psy qui sont de l'ordre de l'agrément. Je ne suis pas certaine que ça soit comme ça qu'il faille s'y prendre. Ou encore, la semaine dernière, demande d'attestation par un psy du choix de la femme. Mais pas d'échange, par exemple, entre le psy ou l'équipe du pays étranger et puis le psy qui aurait vu cette... Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose autour de la collaboration, des échanges. L'étranger, maintenant, avec les nouveaux moyens de communication, enfin, c'est quand même assez simple d'échanger un mail, de s'appeler. Enfin, donc je trouve que les gens sont mis dans des situations encore plus difficiles, sans compter, alors là vous me direz, mais donc il faudrait donc autoriser, sans compter que du coup les couples ou les femmes se trouvent en situation de savoir qu'ils ont fait quelque chose de transgressif, pour la France en tout cas, et que ça pèse ça aussi dans la relation parent-enfant.
Alors je rejoins sur la question sur le droit à la filiation. Autrement dit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le droit à la filiation qui ne serait que par l'intermédiaire de sa valeur biologique, gommerait tout ce qu'il en est du quotidien, des relations entre les parents et les enfants, tout ce qui a été vécu et traversé dans la réalité sur le plan psychique. Donc je trouve que c'est une espèce de réduction extraordinaire du droit à la filiation, qui a une amplitude tellement plus importante. Enfin, sur la question je réinsiste un petit peu sur les études internationales sur le plan international auquel il a été fait référence tout à l'heure. Vraiment, j'insiste sur le fait que ce qui, en tout cas, me pose problème, c'est qu'il n'y a aucune observation d'enfants. Tout a été fait par auto-questionnaire et la plupart du temps par questionnaire par l'intermédiaire des parents, donc, qui sont pleins de bonne volonté. C'est pas la question de remettre en cause les choses, mais il n'y a pas eu d'examen clinique des enfants. Bon. Alors, vous me demandiez s'il y avait un consensus qui se dégageait un petit peu sur le plan des professionnels. Je suis frappée du fait que tout de même l'expérience empirique est de plus en plus importante. On sait qu'en médecine, beaucoup des découvertes se sont faites. C'est une façon de faire de la recherche, l'empirisme. Et c'est vrai que je suis frappée quand même de l'évolution, en France en tout cas, de la sensibilisation de plus en plus grande à ces questions de la part des professionnels de l'enfance en général, et je trouve que c'est une bonne chose. Très bien. Écoutez, il me reste, au nom de mes collègues, à vous remercier pour cette audition. Nous faisons une suspension de séance et nous reprenons très vite. Merci.